D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïda Sili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur RTCI, c'est D'un monde à l'autre, votre magazine hebdomadaire, le magazine qui vous emmène d'un monde à l'autre. Notre sujet cette semaine est la migration irrégulière, un sujet toujours d'actualité. D'après l'OIM, l'Organisation des Nations Unies chargée des migrations, plus de 15 000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer pendant les 95 premiers jours de 2018, dont environ 44% en Italie et le reste répartis entre la Grèce, l'Espagne et Chypre. À la même date, en 2017, ils étaient plus de 30 000 à aborder les côtes européennes et plus de 170 000 en mars 2016. La migration irrégulière, on en parle aujourd'hui dans D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre. D'après le ministère italien de l'Intérieur, le principal pays d'origine des migrants traversant la Méditerranée centrale cette année est l'Érythrée, avec plus de 1500 migrants, soit environ 25% des plus de 60 000 hommes, femmes et enfants quittant l'Afrique du Nord par la mer. La Tunisie est deuxième de la liste en 2018 avec un peu moins de 1200 migrants. Parmi les quelques 8000 Tunisiens ayant traversé la Méditerranée vers l'Italie depuis 2015, 6000 sont arrivés depuis début 2017. Et d'après une étude réalisée par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux dans le cadre du projet Bateaux pour les peuples, Boats for People, l'envie migratoire, même d'une façon non réglementaire, a augmenté pour près de la moitié des jeunes tunisiens. Alors quelles sont les causes qui poussent les jeunes à migrer de façon non réglementaire? Comment ont-ils vécu l'expérience de la traversée? Pourquoi ce phénomène est-il en hausse? Vous aurez quelques éléments de réponse dans ce magazine à travers les reportages, les témoignages de migrants, de mères de migrants disparus et des ONG que nous vous proposons. Nous traverserons aussi la Méditerranée au cours de ce magazine pour retrouver des migrants mineurs non accompagnés que nous avons rencontrés au sud de l'Italie. Vous écouterez des histoires et témoignages poignants de mineurs sans papier issus principalement de l'Afrique de l'Ouest. Et notre invité n'est ni un représentant d'une structure gouvernementale ni d'une association. C'est un artiste sensible aux maux de sa société, le désenchantement de la jeunesse, la migration irrégulière, le terrorisme. Il en parle dans ses pièces de théâtre. Raouf Benyarlen, bonjour. Bonjour. Raouf Benyarlen, vous êtes l'invité de ce numéro D'un monde à l'autre. Il y a quelques années, vous avez fait la pièce Harqa Yitmana, une pièce justement sur la migration irrégulière, ce que nous appelons en Tunisie l'Harqa. Nous allons parler de tout ça, mais je vous invite tout d'abord à écouter ce reportage réalisé par Aïssa Khreichi. Et dans ce reportage, Aïssa nous emmène à la rencontre de mères de migrants disparus en Méditerranée avec des témoignages saisissants, une mise en perspective des raisons qui poussent à ce phénomène. C'est un fléau qui n'est pas près de disparaître de sitôt. L'immigration irrégulière, propre à la plupart des pays pauvres ou en voie de développement, continue de représenter pour bon nombre de personnes, et en particulier les plus jeunes, l'espoir d'un avenir meilleur, d'une vie digne et décente, et surtout d'un futur prospère. Car ce sont chaque année des centaines, voire des milliers de Tunisiens qui se ruent vers l'Europe via l'Italie, des prairies où l'herbe leur semble plus verte et le destin plus indulgent. Ce n'est pourtant pas sans risque. Loin de là. La route vers cette utopie est longue et parsemée d'embûches. Seuls les plus forts et les plus chanceux arriveront au bout de cet exode meurtrier. Pour les autres, ce sont les abîmes de la Méditerranée qui leur fera office de dernière demeure. Des âmes perdues, laissant derrière elles peine et désolation au sein de leur famille meurtrie, ainsi qu'un sentiment indescriptible chez les mères de famille. Et c'est en plein cœur de Tunis qu'elles sont venues exprimer leur désarroi et crier leur colère le jeudi 12 octobre 2017. Nous sommes à l'avenue Habib Bourguiba, devant le théâtre municipal. Quelques dizaines de personnes sont venues apporter leur soutien à ces mères qui ne peuvent pas faire le deuil. Rachida Beji est l'une d'entre elles. Elle a 57 ans et vit à Hayenour, à Al-Kabariya.
un quartier populaire du Grand Tunis. Son fils, Ayman El-Ayari, a quitté la Tunisie en 2011. Il avait 18 ans à l'époque. Il était 5 heures du matin lorsque Ayman a pris le large. Mon fils était à la fleur de l'âge. Il était encore à l'école en 5e année. Quand il a vu sa mère travailler comme femme de ménage, mon fils s'est senti mal et il a voulu améliorer notre avenir après la Révolution. Sauf que notre avenir a totalement été détruit. Lorsqu'il m'a appelé à 5 heures du matin, il m'a dit « Maman, je vais partir ». Je lui ai répondu « Reviens mon fils, que Dieu te bénisse ». Il a refusé et il est parti. Quand il est arrivé en Italie à 9h30 du soir, il a dit qu'ils étaient arrivés et qu'ils attendaient que les autorités italiennes les fassent rentrer. Ça nous a fait plaisir d'entendre cette nouvelle. Mais depuis, nous n'avons plus eu de contact téléphonique. Après une semaine, j'ai vu mon fils à la télévision. On s'est dit qu'on allait avoir de ces nouvelles, mais après un mois, toujours rien. Nous sommes partis au ministère des Affaires étrangères, leur dire que nos enfants étaient toujours vivants. Ils nous ont répondu qu'ils nous tiendraient au courant. On a envoyé à droite et à gauche pendant presque une année. Je suis partie voir Hamadi Jbeli, le Premier ministre de l'époque. Il m'a permis d'avoir un visa. Je suis partie en Italie, même si je suis une vieille dame. J'étais avec un groupe de femmes. Quand on est arrivé en Italie, nous avons dormi dans la rue. On a mangé de la poubelle. Mon mari est décédé après ça. Je l'avais laissé actif et en bonne santé. Quand je suis revenue, je l'ai trouvé mort. Après 2 mois, j'ai refait un autre visa pour revenir en Italie. Nous sommes allés à l'ambassade tunisienne en Italie, mais rien. Les Italiens, on leur fait pitié. Ils ressentent notre douleur, alors que les Tunisiens n'en ont rien à faire. Si tu voyais dans quel état nous étions. Je cherche mon enfant, mon propre sang. Nous ne pouvons plus faire preuve de patience. Le 6 septembre 2012, c'est une date que Samira Boutara ne pourra jamais oublier. Ni elle, ni sa famille qui habitent dans le quartier populaire de Zayatine, Ajbel Ahmer. Rachid Boutara s'est lancé dans la Méditerranée au bord d'une embarcation qui transportait 136 personnes au total. Après leur naufrage, non loin des côtes italiennes, seuls 56 d'entre eux sont arrivés à nager jusqu'à terre. Les autres sont portés disparus. Le problème de mon fils, c'est qu'il est trop sensible. Il me voyait toujours fatiguée, travailler en tant que femme de ménage. Il a voulu enlever un poids pour la famille. Il m'a dit « Laisse-moi partir pour que je puisse t'aider, pour que tu n'aies plus à travailler et à te fatiguer. Tu t'es assez sacrifié pour nous. » Je lui ai répondu « Je ne veux pas, mon fils. J'ai travaillé toute ma vie. Pour vous, je ramasserai même la poubelle. Le plus important, c'est que vous soyez à côté de moi. » Il m'a répondu qu'il partirait, avec ou sans ma bénédiction. Qu'il partira travailler pour que je n'ai plus à travailler dans les maisons alors que je suis malade. J'ai des cailloux dans les reins, j'ai souvent des crises et il me voyait dans cet état. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de mes reins. Le plus important était qu'il reste près de moi. Je l'ai supplié, je lui ai dit qu'on ne vit et qu'on ne meurt qu'une fois. Je lui ai dit que si je mourrais en sa compagnie, c'était mieux. Il a insisté et il m'a dit qu'il partirait, que je le veuille ou pas, qu'il ne voulait pas me voir dans cet état. J'aurais préféré le voir mourir devant moi que de le voir immigrer clandestinement, car aujourd'hui mon fils est porté disparu depuis 5 ans. 5 ans que je ne sais rien sur mon fils. Pour nous aujourd'hui, les fêtes ne sont plus des fêtes. On n'arrive plus à dormir. Son père est tombé malade, toute la famille s'est effondrée. Mon fils est parti, cela fait 5 ans aujourd'hui. 5 ans pendant lesquels je me sens comme morte. Est-ce que quelqu'un pourrait dormir, sachant que son fils n'est pas près de lui? Pourquoi? Franchement, si je trouve une manière d'immigrer illégalement, je le ferai. Je fouillerai toute l'Italie, de fond en comble pour retrouver mon fils. Pourquoi je resterai ici? Fatma Kasraoui de Beb Jdid à Tunis est la mère de Ramzi El-Wahrezi. Accompagnée de 9 autres jeunes hommes de Beb Jdid, Ramzi, 25 ans, a pris la mer le 1er mars 2011 à partir de Hawaria dans une embarcation avec à son bord 22 personnes au total. Depuis, Fatma a fondé une association qu'elle préside, l'association des mères de disparus. Elle vient en aide à d'autres femmes qui, elles aussi, ont perdu leurs enfants dans une tentative d'immigration irrégulière. Pour Fatma, ce n'est pas le hasard qui est à l'origine de leur malheur, mais la société dans laquelle nous vivons. La première cause qui fait que les jeunes immigrent clandestinement, c'est qu'ils n'ont pas de moyens matériels. Et parfois, certains ne trouvent même pas de quoi dîner, par exemple. Moi, je dis qu'il faut toujours remercier Dieu. Il y a toujours des gens qui ont plus de moyens que nous et d'autres qui en ont moins. Il y a des jeunes qui ne trouvent même pas de quoi acheter des chaussures ou acheter des claquettes comme leurs amis. Ils prennent parfois une cigarette de chez leurs amis. Les policiers les harcèlent et les poursuivent. C'est comme ça dans les quartiers
quartiers populaires depuis l'époque de Ben Ali. Et la discrimination se poursuit jusqu'à aujourd'hui encore. Parfois, le jeune se dit qu'il est chômeur et qu'il n'a aucune chance de construire son avenir. Alors il se dit qu'il doit tenter sa chance pour immigrer, construire son avenir, même s'il risque de mourir en chemin. C'est pour cela que l'immigration clandestine se poursuivra encore longtemps. C'est vrai que certaines mères donnent de l'argent à leurs enfants pour qu'ils immigrent, mais à cause de ces quelques cas, maintenant nous sommes victimes de préjugés. Mais est-ce que tu vis vraiment ce que je vis? Si toi tu vis bien, moi je ne trouve même pas de quoi dîner le soir. Donc oui, je pourrais encourager mon fils à immigrer, espérer qu'il arrive à bon port pour qu'il puisse ramener encore de quoi subsister, pour qu'il devienne un homme et qu'il devienne comme les autres. Pouvez-vous le comprendre ou pas? Parce que c'est dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Malgré tout cela, Fatma ne perd pas espoir de revoir un jour son fils. Mon fils travaillait. Il a étudié jusqu'en 3e année secondaire et ensuite il a arrêté ses études. C'est à cause de la pauvreté et de la misère. Mon mari a eu un accident de travail, il est amputé de la jambe. Quand il voyait son père comme cela, il voulait travailler et construire un avenir. Son rêve était d'emmener son père en Italie ou en France pour lui offrir une nouvelle jambe. Croyez-moi, quand il a eu l'occasion d'immigrer, c'était dans la période de la Révolution. Il a amassé l'argent et ses frères l'ont aidé, mais je n'étais au courant de rien. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort, mais au fond de moi, je sens qu'il est vivant, j'en suis sûre. La question du phénomène de la migration irrégulière est une question complexe tant elle est liée à de nombreux facteurs. Vouloir y faire face demande ainsi une analyse en profondeur du climat socio-économique qui pousse tant de jeunes à risquer leur vie en tentant cette traversée meurtrière que la Méditerranée a à offrir. Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux travaille sur ce dossier depuis maintenant plusieurs années. Nous sommes partis dans ses bureaux de Tunis pour tenter d'en savoir plus. Nous avons pour cela rencontré la personne en charge de la question de la migration irrégulière. Rim Bouarrouge, chargé de la migration au sein du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, nous a reçus donc, dans les locaux du FTDES en plein cœur de la capitale. Pour entrer dans le vif du sujet, que disent les dernières statistiques concernant les Tunisiens candidats à l'immigration irrégulière? En fait, le chiffre, il prend de l'ampleur. On a fait une étude l'année dernière sur un échantillon de 1200 personnes. Et cette étude, elle nous a montré que 56 personnes des jeunes sont prêts à émigrer, dont 31% sont prêts à émigrer d'une façon non réglementaire. Quelles sont les causes qui peuvent justement pousser les Tunisiens à tenter de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Italie? C'est tout ce qui est économique et social. Les jeunes, ils te disent on n'a plus d'avenir en Tunisie, il n'y a pas de travail, l'économie elle chute, donc peut-être que ça va marcher ailleurs. Ici ça ne marche pas, peut-être qu'ailleurs ça va marcher. Ça c'est le plus grand facteur qui pousse les Tunisiens et non plus les jeunes maintenant, mais les Tunisiens, parce que si tu as remarqué, on a des familles entières qui sont prêtes à se jeter dans la mer pour partir ailleurs. Justement, par rapport au profil du migrant irrégulier, on a l'impression que ça a changé au fil des années. Avant, c'était plus des hommes plutôt jeunes et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a également des femmes, il y a des familles entières, des personnes âgées. Effectivement, le profil classique, c'est le jeune. D'ailleurs, on a 67% de jeunes qui sont âgés entre 20 et 30 ans. C'est la tranche d'âge la plus présente. Et on a des femmes, le pourcentage des femmes, il a augmenté de 1% jusqu'à 5% en 2017. Donc les femmes, c'est plus la femme qui reste à la maison, qui attend son mari, son frère, son père qui est parti pour assurer l'avenir. La femme aussi, elle part, elle cherche un meilleur avenir. Lorsqu'on regarde la manière des autorités de traiter ce dossier, autant en amont qu'en aval, est-ce que vous estimez, Rim Bouarrouge, que ces mesures sont suffisantes? Rien que pour arrêter les réseaux de trafiquants, il faut investir beaucoup plus. Parce que on est contre ces réseaux de passeurs qui mettent en danger les Tunisiens qui partent en mer. Donc ce qu'on demande aux autorités, c'est que d'essayer d'arrêter les passeurs sur terre. Parce que ça conserve beaucoup plus la dignité des personnes si elles sont arrêtées en terre et non pas en mer. Parce qu'en mer, c'est beaucoup plus dangereux. Imaginons que je veux immigrer irrégulièrement. Par quelles étapes je vais passer? Comment ça se passe exactement? En fait, si vous partez dans les régions comme
Karkna ou Jelgis, il suffit de demander, vous aurez des réponses. Tout le monde pratiquement connaît les passeurs. C'est des réseaux, c'est tels des agences en fait de voyage. Hein. C'est des réseaux bien établis. Il y a le passeur, il y a le joker. Ce qu'on appelle le joker, c'est la personne qui recrute ceux qui vont partir. Et en contrepartie, il va avoir de l'argent ou il va y avoir un passage gratuit vers l'Italie. Avant de partir, tu payes de l'argent. Tu as les maisons où est-ce que tu peux rester jusqu'à ce que le climat soit parfait pour la sortie. Donc, c'est des réseaux bien faits. Les prix, ça diffère entre 3 000 et 8 000 dinars. Ça dépend combien vous payez. Plus vous payez, meilleur est le bateau dans lequel vous allez partir. En fait, c'est une affaire d'offre et de demande. Face au désespoir et à la colère de centaines de familles tunisiennes qui ne connaissent toujours pas le sort de leurs enfants, les autorités tunisiennes et italiennes sont aujourd'hui pointées du doigt et accusées de cacher la vérité. En mai 2015, une commission a été créée par le gouvernement sous la tutelle du ministère des Affaires sociales pour suivre le dossier des disparus en mer. De la poudre aux yeux, selon l'ancien président du FTDES, Abdelrahman Havili, qui a déclaré, je le cite, que cette commission ne fait pas son travail et vise à calmer les familles des disparus plus qu'autre chose. En attendant, les mères des Tunisiens disparus en mer continuent de se battre inlassablement pour faire la lumière sur le sort de leurs enfants. Elles ne perdent pas espoir qu'un jour peut-être, elles pourront embrasser et enlacer de nouveau les enfants qu'elles ont mis au monde, dont aujourd'hui seuls restent les souvenirs. Et voilà, c'était un reportage signé Aïssa Khrichi. On écoute une chanson, C'est déjà ça, d'Alain Souchon. Tout de suite après, la parole sera donnée à notre invité Raouf Benyarlen. Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas, marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air. C'est déjà ça. Quand je danse en marchant, danser là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça, déjà. Pour vouloir la belle musique, Soudan mon Soudan, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, Soudan mon Soudan, suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps hémophile coule. Je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça.
et je rêve que soudain mon pays Soudan se soulève. Oh oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. L'invité. Raouf Ben Yerlen, vous avez écouté avec nous ce reportage. D'abord, quelle est votre réaction ? On vous voit un petit peu ému quand même par rapport à toutes ces émotions. Bien sûr, c'est très émouvant ce qu'on a entendu. En plus, ça me rappelle les rencontres que j'ai eues en Italie quand je suis parti en reportage pour rencontrer les jeunes et pour préparer mon spectacle Harqet Manna il y a maintenant presque 9 ans. Je suis parti en 2008, 2009. Et je suis allé en Italie, là-bas dans le sud, et j'ai vu des jeunes dans le sud de l'Italie, surtout des Tunisiens, que j'ai rencontrés qui vivaient des situations insupportables. Mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire cette pièce Harqet Manna ? Est-ce que c'est ce constat, comme l'a souligné la représentante du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, 50% quand même de la jeunesse tunisienne a cette envie de partir et 31% des jeunes sont prêts à le faire, même de façon non réglementée. Moi, c'est surtout ce défi, ce courage, cette force que constitue le rêve de pouvoir vivre mieux ailleurs qu'en Tunisie. Les gens qui se jettent dans l'eau, comme ça dans la mer, entre les vagues géantes de la Méditerranée, sachant qu'il n'y a pas plus que 10% de chances de survie. Ils savent à l'avance qu'ils vont mourir, que les gros poissons qui vont le bouffer. C'est quelque chose de terrible. Et c'était en 2008, 2009. C'est à cette date-là que je me suis intéressé quand le phénomène de l'immigration clandestine prenait de l'ampleur. Et il faut dire que ce n'est pas un phénomène tunisien, c'est un phénomène international. Mais qui touche évidemment la Tunisie directement. Oui. Bien sûr, bien sûr. Je me suis dit, c'est pas normal, on ne peut pas passer un phénomène passé inaperçu. Il faut que le théâtre se prononce. Il faut que l'artiste fasse quelque chose. Il y a des gens qui se jettent à la mort. Il y a une tragédie que Shakespeare n'a pas encore écrite. Et c'est quelque chose de fort, n'est-ce pas ? Oui. Ces gens-là m'ont motivé. J'en ai connu. Et je suis allé à leur recherche dans les quartiers populaires ici en Tunisie. Et les réponses étaient frappantes, étaient touchantes. Est-ce que les histoires se ressemblent ? La plupart, ce que j'ai entendu de reportages de notre ami, déjà en 2017, je l'ai presque entendu à peu près pareil, en 2008, en 2009. C'est très fort. Franchement, là, vous me rappelez des moments très terribles que j'ai vécu personnellement, surtout quand je suis allé en Italie les voir. Excusez-moi le terme, ils étaient dans les sacs de poubelle. C'est terrible. Oui. C'est terrible. J'ai rencontré leurs parents ici, leur famille. Et encore, je suis en ce moment même, ce moment même, au moment où je vous parle. Déjà, hier, j'étais en contact avec des candidats à l'immigration clandestine. Ils attendent l'opportunité pour partir. C'est quelque chose d'incroyable. Ce qui me frappe, le plus, c'est le silence de cette société dans laquelle nous vivons, qui marginalise les faibles et qui privilégie les plus forts. Les autorités n'en parlent plus. C'est des gens qui se jettent à la mort en spectacle. En plus, maintenant, il ne se passe rien. Pire encore, on n'entend pas les responsables présenter leurs condoléances à leur famille. Que devons-nous dire ? Vous avez parlé de cette responsabilité qu'a l'artiste aujourd'hui face à cette société qui souffre, face à cette jeunesse désenchantée. À quel point c'est important aujourd'hui que l'artiste se prononce et surtout le théâtre, puisque vous représentez le théâtre, c'est Raouf Ben Yerlen, se prononce sur des questions aussi chaudes et aussi dangereuses. J'ai fait un spectacle en 2010 que j'ai présenté en première au festival de Hammamet. C'est un spectacle qui a eu un très grand succès. Et qui parle donc de l'histoire d'un jeune homme tunisien. Parlez-nous justement un peu plus de ce personnage, Raouf Ben Yerlen, parce que nos auditeurs aimeraient l'écouter, ce migrant. Et nous aimerions l'écouter, peut-être les autorités aussi. Oui, je vous dirais surtout pourquoi, en tant que personnage, pourquoi j'ai choisi d'être immigré, au fait. Oui. Parce que c'était fascinant, quoi. On nous racontait qu'une fois arrivé là-bas, on trouve une blonde qui va nous accepter dans le métro et qui va accepter de se marier avec moi. Et patati patata, c'est des rêves, c'est des hallucinations, c'est des illusions. Et mon spectacle voulait être l'occasion pour démasquer ces illusions-là, parce qu'on ne peut pas laisser passer ces discours au fait qui motivent les jeunes, parce qu'ils s'attachent aux rêves, ils s'attachent aux illusions, parce qu'il n'y en a plus en Tunisie, au fait. Donc,
un marchand de contrat qui fait souvent le va-et-vient entre l'Italie et chez nous, qui m'a promis de me faire gagner 2000 dinars par mois une fois arrivé à Lampedusa. Alors, aussi intelligent que je me connais, aussi débrouillard et entreprenant que je suis, je sais que je vais facilement gagner 10 000 dinars, même le double. Alors imaginez ce que je peux gagner en un an. J'aurai plein les poches, plein les sacs, plein les couffins, plein le frigo, plein l'armoire, plein l'oreiller. Oh, je rentrerai avec toute cette fortune chez moi pour narguer tout le monde. Je mettrai au cou un collier en or, un bracelet brillant, une montre suisse en diamant. Je roulerai dans une voiture Ferrari et je me vanterai devant Zora, la cousine de ma voisine qui a refusé de se fiancer avec moi. Eh ouais. Là-bas, je ferai la connaissance d'une jolie blonde italienne, Maria, qui me dira « Te amo ». C'est magnifique qu'une fille me dise « Te amo ». Ici, que personne ne me l'a dit encore. À mon retour au bled, je surprendrai tout le monde. Eh ouais, et vous allez voir qui je serai par la suite. Devinez comment. Donc, pourquoi je pars? Pourquoi je suis hark? Parce que, au fait, la joie me déborde. Tout le monde me pose ces questions. Le bonheur me comble. Hark parce que tout va à merveille. Rien ne me manque. La preuve, regardez la télé. Tout se passe bien. C'était avant 2011, cette histoire. Que celui qui n'est pas d'accord me laisse son adresse, je lui enverrai ma carte postale pour lui montrer comment tout était bien à l'époque. C'était avant la Révolution, tu te rappelles, dans les journaux de 20h, la jeunesse était la solution. C'est la satire. Donc j'ai voulu aborder avec dérision ce spectacle. J'ai même raconté que ce n'est pas seulement moi qui partais, même le chat, parce qu'il n'y a plus rien, c'est foutu, c'est fini. Aujourd'hui, la situation est encore plus difficile qu'avant, au moment où je faisais le spectacle. Presque 8 ans après, ça devient... Même les chiffres en témoignent. Les chiffres en témoignent. Les chiffres en témoignent. Aujourd'hui, un jeune me dit, parce que suite à ce spectacle, pour vous dire que ce même personnage qui est parti en immigration clandestine, on le retrouve dans mon nouveau spectacle. Absolument, puisque quelques années plus tard, il y est revenu... Il est revenu dans mon nouveau spectacle qui s'appelle Terroriste Moncard. Ce même personnage, le terroriste Moncard, qui était des migrants clandestins, il est parti 8 fois, n'est-ce pas? Pas 1, pas 2, pas 3 seulement. Et à chaque fois qu'il échoue, il reprend. Pour lui, l'idée de quitter le pays, ça doit être imbattable. Et c'est fort. Alors mon problème, le problème que je pose, comment se fait-il que ces gens qui ont autant de courage pour défier la mer, comme je disais tout à l'heure, les vagues géantes de la Méditerranée, qui se donnent à la mort, qui ont une énergie folle, extraordinaire, comment est-ce possible que ces gens-là n'attirent pas l'attention des autorités pour dire que ces gens qui se jettent à la mort sont capables de se donner bien à la vie, au lieu de devenir une force de destruction, ils peuvent être une force de construction. Qu'est-ce qui fait que nos autorités, tous confondus, y compris l'opposition, et les syndicats, et les hommes d'affaires, et les enseignants, qu'est-ce qui fait qu'après 56 ans de métier, on produit une jeunesse qui sort de l'université pour se jeter dans la mer? Mais toute la société est responsable. Cette société qui privilégie les apparences et qui ne pardonne pas celui qui subit un échec. Et c'est ça qui est incroyable. Quand je suis parti en Italie pour faire le reportage, pour préparer ce spectacle-là, ils m'ont dit, c'est vrai que maintenant, on découvre que ça n'a rien à voir avec ce qu'on espérait. Maintenant, en Italie, on voit que le chat, le chien, vit mieux que moi. Mais je ne peux pas retourner les mains vides, parce que qu'est-ce qu'on dira de moi? Et alors? Mais non, justement parce que cette société ne pardonne pas celui qui échoue. Il faut le dire, nous sommes dans une société qui privilégie les injustices, l'exclusion, la marginalisation. Ça, c'est un fait. Dans différentes régions, je me déplace.
que ce soit pour mon spectacle ou pour aller rencontrer les gens dans les différents ateliers que j'anime sur l'action de sensibilisation culturelle contre le terrorisme. Oui. Mais les gens me disent, oui, il n'y a pas d'autre solution que d'aller grimper les montagnes pour les rejoindre. Donc c'est un désenchantement. Oui, c'est un désenchantement total, absolument. Donc le message à travers cette pièce qui est Terroriste Munkar, c'est quand même, il faut rappeler la continuité de Harakit Mana. C'est la suite, oui. C'est presque oui, parce que c'est le même personnage qui était l'immigré clandestin qui revient après la Révolution, espérant qu'avec la démocratie, on va trouver des solutions et qu'avec les élections libres et transparentes, on va améliorer la situation. Eh bien, les choses s'empirent de plus en plus. La corruption s'élargit partout, et il n'y a plus de solution, et ces jeunes se trouvent coincés, ils n'ont plus de rêve, et c'est ça, quand un jeune n'a pas de rêve, c'est foutu, c'est fini, mais c'est toute la société qui devient bloquée. Alors, mon spectacle, justement, raconte un duel, un face-à-face entre un artiste et un éventuel terroriste. Croyant que la lutte contre le terrorisme est un combat culturel, j'ai voulu que ça se traduise sur scène dans mon spectacle. Et donc, la confrontation entre deux personnages principaux de mon spectacle, Terroriste Munkar, c'est entre un artiste auteur du texte et le personnage qu'il crée. Le personnage se plaint parce que l'auteur veut le garder au titre de Munkar. Il veut devenir pleinement terroriste. Non, à 100%. Et l'auteur refuse évidemment de le laisser continuer et il lui propose de s'exposer pour lui raconter tout ce qu'il a vécu, tout ce dont il a besoin pour améliorer la situation. Et petit à petit, finalement, on découvre que le Munkar cède à l'idée qu'on peut améliorer les choses parce que l'artiste est porteur du rêve. Absolument. Raouf Benyerlen, merci d'avoir été parmi nous pour ce numéro d'Un monde à l'autre spécial migration irrégulière. Merci. Une pause musicale et on revient après pour la suite. Restez avec nous. Tu erres le long des quais, le long des villes de quart en quart. Tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire. Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves des fées, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao. Vers mon histoire, toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, mais tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao. Vers mon histoire. Hey ya, 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 hey ya. Mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao.
ciao, mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire. Mes amis, ciao, ciao, mes projets, ciao, ciao, mon pays, ciao, ciao, ce soir je pars. Les jours crient ciao, ciao, oh mon frère, ciao, ciao, mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire. D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre s'intéresse cette semaine donc à la migration irrégulière, un phénomène qui n'est pas nouveau. Les tragédies qui l'accompagnent ne sont pas nouvelles non plus. Chaque année, de nombreux migrants tentent de gagner l'Europe de façon irrégulière. Afin de déjouer les contrôles terrestres mis en place par les États européens, ils embarquent en Méditerranée sur des navires souvent affrétés par des passeurs véreux et prennent des risques qui font de ce voyage une question de vie ou de mort. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 500 migrants auraient trouvé la mort cette année en Méditerranée, contre 804 à la même période en 2017. Il est tout de même important de noter que la barre des 500 a été dépassée cette année malgré la chute du nombre d'arrivées. C'est le cas même en Espagne qui avait vu croître rapidement le nombre d'arrivées et de décès en Méditerranée occidentale pendant le deuxième semestre de 2017, mais dont les chiffres pendant le premier trimestre de 2018 étaient presque identiques à ceux de 2017. Cette année-là, plus de 200 hommes, femmes et enfants s'étaient noyés en tentant d'atteindre l'Espagne. C'est également le cas en Italie, où environ 360 décès ont été recensés sur l'itinéraire de la Méditerranée centrale pendant les 100 premiers jours de l'année. Et à la fin de ce numéro de D'un monde à l'autre, nous vous emmenons à l'autre rive de la Méditerranée. Comme à chaque fois, nous vous proposons des voix d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous emmenons donc au sud de l'Italie, rencontrer des mineurs migrants non accompagnés. Nous les avons rencontrés dans une ville de second accueil, à Matera. Nous sommes à Matera, une ville italienne d'environ 60 000 habitants située en Basilicate, dans le sud de l'Italie. Une ville de second accueil pour les migrants. L'association Tolba est l'une des associations actives à Matera depuis plusieurs années. Elle soutient des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés de différentes nationalités. Autour d'une table où il y avait des livres pour enfants en différentes langues, Grazia Tinelli de l'association Tolba nous attendait avec quelques jeunes migrants. L'associazione è stata fondata invece forse sono 20 anni forse, comunque era. L'association a été fondée il y a 20 ans environ, à l'époque de la guerre en Albanie qui avait mené à l'afflux des Albanais dans les Pouilles. Au début, le travail de l'association se développait en Albanie et au Kosovo à travers la construction d'écoles et l'offre des services de regroupement familial pour aider à reconstruire après la guerre. L'activité s'est ensuite déplacée sur Matera, dans l'accueil. Dopo il lavoro si è spostato sulla città, nell'accoglienza. Dans un autre local de l'association, celui qui abrite la bibliothèque, quelques jeunes migrants nous attendaient. Malgré la pluie, tous des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont venus nous raconter leurs expériences. Bonjour. Le sourire sur leur visage n'a pas caché leur peur et leur tristesse. Raconter leurs histoires était pour eux les revivre. Excuse-moi, avant que je parle, si je peux vous demander aussi, c'est parce qu'on peut parler, il n'y a pas de problème. Je voulais savoir encore pourquoi vous voulez nous demander pour savoir si vous voulez faire quelque chose pour nous. Karim est l'un des jeunes que nous avons rencontrés. Il a 17 ans. Hésitant au départ, non ? Il a accepté de nous raconter son histoire. Si tu es sorti, tu dois accepter tout. C'est parce que on n'est pas dans nos pays encore. Il y a d'autres qui comprennent pourquoi on laisse nos pays. Il y a d'autres qui ne comprennent pas aussi. Pour Karim, l'accueil en Europe est différent.
entre ceux qui comprennent pourquoi les migrants quittent leur pays et ceux qui ne comprennent pas, entre ceux qui acceptent les différences et ceux qui ont peur de l'autre. Aujourd'hui, il est bien accueilli à Matera. Il lui manque 2 choses, les papiers et le travail. Il n'y a pas de dérangement pour nous. Parce qu'on habite dans une bonne maison. Et vraiment, on mange bien. Le côté de manger, je n'ai pas dit tout le monde, tous les migrants. Moi, la seule chose qui nous manque, parce qu'on n'a pas de documents. Et vraiment aussi, on ne travaille pas. Trouver un travail, c'est aussi le rêve de Samba. Un travail stable et décent qui lui permet d'aider ses frères. Samba vient du Mali. Il a quitté son pays en 2011. C'est la communauté Il Glicine qui a pour mission d'accueillir et de loger des mineurs qui l'a accueilli. La communauté est active sur le territoire depuis septembre 2001. C'est un des services gérés par la coopérative Lilith de Matera, un acteur historique de cette ville qui a pour mission d'offrir des opportunités en termes de développement social pour les mineurs, les personnes âgées et les personnes handicapées. Nous avons rencontré la responsable de la communauté Il Glicine, Caterina Bellomo. Noi abbiamo accolto tramite una richiesta fattoci dalla regione Basilicata nell'agosto 2011 Samba. Suite à une demande de la région Basilicate en août 2011, nous avons accueilli Samba. Samba habite avec nous depuis 5 ans, à travers ce projet, cette initiative d'accueil de mineurs étrangers non accompagnés. Samba è stata per noi un'esperienza bella, impegnativa. Samba a représenté pour nous une expérience belle, prenante et très délicate. Il est arrivé chez nous avec beaucoup de tristesse dans les yeux. Je me souviens de ce visage effrayé. La première chose qu'on s'est tous engagés à faire, c'est de l'accueillir et lui donner un sens de famille et de sérénité. Ensuite, le travail a commencé. Un travail très prenant, beau. Ça m'émeut toujours de m'en rappeler. E poi è iniziato il lavoro. Un lavoro sicuramente impegnativo, bello. Ça a été un parcours prenant pour Samba. Il ne comprenait pas la langue, il avait une culture différente, une histoire et des souvenirs durs qui l'accompagnaient. Donc Samba commence à être présent, à nous connaître, à s'intégrer dans la maison avec les adultes de référence, mais aussi avec les autres mineurs qui habitent dans cette communauté. Il est inséré dès le début dans une classe d'italien, donc il apprend la langue. En septembre de la même année, il commence le collège public en continuant son parcours d'intégration avec le réseau d'amis et les études. Con le figure adulte di riferimento e anche con gli altri ragazzi che abitano nella comunità. Aujourd'hui, Samba est une personne adulte. Il habite encore avec nous, donc la communauté est sa maison. On l'aide surtout, et lui, il nous aide aussi. Aujourd'hui, on voit qu'il est motivé. Il veut réaliser le rêve pour lequel il est arrivé en Italie. Il veut avoir du succès, trouver une meilleure opportunité pour son avenir. Pour cela, on l'accompagne dans ce parcours d'autonomie, même s'il n'est plus mineur. Il a 19 ans. Il s'implique à fond car il sait que, même s'il a une maison et des personnes de référence, il doit être autonome. Il veut se sentir autonome. Ce que nous voyons tous les jours, c'est cette conquête vers le maintien de ce sens de bien-être et d'opportunité pour le futur. Quello che noi vediamo ogni giorno, insomma, questa conquista verso proprio il mantenere questo senso di benessere e di opportunità per il futuro. Samba est bien intégré aujourd'hui dans la société italienne, à Matera précisément. Il nous a accordé son témoignage en italien. Bonjour Samba. Comment ça va? Et avec l'accent de Matera. Sì, sono partito dal Mali perché volevo andare a trovare mio fratello a Tripoli nel 2010-2009. Je suis parti du Mali parce que je voulais aller voir mon frère à Tripoli en 2009-2010. Du Mali à la Libye, ça m'a pris 2 mois pour y arriver, entre les camions, les voitures, un peu à pied dans le désert. Ensuite l'Algérie. Donc au total, 2 mois de voyage. Je suis arrivé en Libye et 6 mois plus tard, en 2011, la guerre avec Kadhafi a éclaté. Cioè tipo che sono costretto a venire in Italia perché non avevo possibilità di tornare in Mali, mio paese.
J'ai été contraint de venir en Italie parce que je n'avais pas la possibilité de retourner au Mali, dans mon pays. Soit tu retournais, soit tu combattais, soit tu risquais. Il était impossible de revenir au Mali car les voies terrestres étaient toutes occupées par les groupes armés et les rebelles. La seule voie était celle de la barque. Et ça vous a pris combien de temps, ça? 2 giorni. 2 jours. 2 giorni, poi è stato molto rischioso perché metà di 2 giorni, no? C'était très risqué, car à moitié du voyage, il n'y avait plus d'huile moteur. Donc, on l'a remplacé par de l'essence et tout a brûlé. Nous sommes restés bloqués 2 jours en mer avec l'embarcation. Ensuite, avec un téléphone satellitaire, nous avons appelé la garde côtière et c'est grâce à eux que nous sommes sauvés. Vous étiez combien de personnes Siamo 300, 350. Nous étions 350 environ. Combien vous avez payé aux passeurs pour arriver jusqu'en Italie? 2000 €. C'est mon frère installé en Libye qui m'a aidé. Vous vivez comment aujourd'hui? Par rapport à avant, c'est beaucoup mieux, mais c'est toujours un peu difficile. Il y a la distance avec ma famille, avec mes frères. Ma mère et mon père sont morts. Je n'ai que mes frères. J'ai de leurs nouvelles de temps en temps. Mais d'un autre côté, oui, ma vie s'est améliorée. Grâce à eux, qui me donnent un coup de main, c'est comme une deuxième famille. C'è una parte che è brutta tra la famiglia e altro, cioè mi trovo bene, perché ci stanno loro come la mia seconda famiglia, quindi quello che ho bisogno mi aiutano. J'ai un message pour ceux qui ne sont pas contraints de quitter leur pays. Moi, en 2011, je ne suis pas venu volontairement, mais j'étais obligé car il y avait la guerre. Mais si je connais quelqu'un qui veut partir, je lui conseille de rester là où il est. Moi, après ce que j'ai eu en mer, l'expérience que j'ai vécue, je ne conseille à personne de faire ce voyage. Darei un consiglio di stare dove sta, perché io quello che ho avuto nel mare, no? Cioè l'esperienza che ho avuto nel mare, non darei consiglio di nessuno di mettere in viaggio. Qu'elle soit volontaire ou forcée, la migration pour tous les jeunes que nous avons rencontrés était la seule solution. Tian a 17 ans. Il vient de la Gambie. Everyone, your country is nice, but if you see you leave your country, you come to another country, like Europe, you risk your life in this boat, in the river to Persia. No, there is a big reason, that's why we came here. Si nous prenons des risques énormes dans ces embarcations, si nous risquons nos vies, c'est parce qu'il y a une raison énorme. Nous souffrons énormément. J'ai des compatriotes et des amis en Libye. Ils souffrent tous les jours. Ils souhaitent venir ici. Nous remercions Dieu, nous, d'être arrivés en Italie. Nous avons tout ici. On nous donne de la nourriture, des vêtements, nous allons à l'école. Il y en a qui ont déjà leurs papiers, même si moi, j'en ai pas encore. We have everything. They are giving us food. They are giving us clothes, and we are going to school. At the same time, what is the problem also to the others? Some people have papers, but for me, I don't have paper because I went for the commission. They give me negative, you know. Tian s'accroche, comme tous les rescapés de la mer, à son rêve européen. Avoir des papiers, de titres de séjour et vivre dignement. Pour maman et pour mes frères. Là-bas c'est une terre d'accueil, je serai bientôt sur le seuil. Oh là-bas c'est l'Europe. Mais sur cette mer d'écueil, sous cette lune en deuil, on écope. Dis à mes aïeux et dis à maman que ce sera merveilleux à Lampedusa. Ali est un autre exemple d'intégration à Matera. Nous l'avons rencontré au siège de l'association Tolba. Aujourd'hui, il a 18 ans, il fait des études, il fait du théâtre et il sait ce qu'il veut, avoir une vie meilleure. Loro sono qua a 6. Quando vediamo quanti africani stanno in Italia e quanti africani stanno in Libia e quanti africani stanno in Marocco. Ils sont nombreux, les Africains qui sont en Italie, les Africains qui sont en Libye, les Africains qui sont au Maroc, ceux qui sont morts en mer. Ils sont beaucoup. Ils veulent trouver une vie meilleure. Est-ce que vous avez trouvé cette vie meilleure ici? Mo, in questo momento posso dire che sì.
En ce moment, je peux dire que oui. J'ai vécu une expérience horrible avant d'arriver ici en Italie. Mais grâce à Dieu, maintenant je suis ici. Je n'ai pas encore trouvé une vie meilleure, mais je suis sur la bonne voie. On n'est pas ici pour manger et dormir. On n'est pas ici pour l'argent. On vient ici pour avoir une vie meilleure. Strada per trovare una vita migliore, ancora no, però dopo lo so che per il mio futuro lo devo trovare. L'objectif d'Ali aujourd'hui est non seulement d'avoir une vie meilleure, mais aussi d'être le porte-parole des sans-papiers et la voix de tous ceux qui sont en détresse. Il se voit déjà le successeur de Mandela. Moi, je suis Mandela 2. Mandela morto. Io sono Mandela 2. Mandela est mort. Moi, je suis Mandela 2. Je dois parler, pas pour les Noirs ou pour les Blancs. Je dois parler pour tous. Je ne suis pas un journaliste, mais je veux étudier, je veux apprendre et parler. Je fais des cours de théâtre pour avoir le moyen de parler au monde. Migrants ou pas migrants, noirs ou blancs, quelle que soit la langue, la couleur ou la religion, nous sommes tous un, dit Ali. I'm talking with you guys and telling you guys that look at we should respect ourselves and know that we are all one. Io mi chiamo Mandela 2. Ciao. Je pars aussi pour mon sort. J'ai décidé d'émigrer plus au nord, là où d'abord la liberté est vantée. Sans remords, je suis d'accord pour déserter ma contrée. Mon décor est comme mort, la nuit s'y est installée. Mon décor est comme mort, la nuit s'y est installée. Si mon essor a été fait en secret, au dehors règne l'effort, et nul ne fait de quartier, on te tord pour un peu d'or, et briser tes idées, chez moi sors et tu es mort, même si tu n'as rien fait, chez moi sors et tu es mort, même si tu n'as rien fait. Regardez où je vais, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister, moi je veux lever les yeux et regarder où je vais, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister. Je tords aussi mes efforts sont concentrés sur la paix. C'est dès lors à vos abords qu'il me fallait accoster. Mais alors tel est ce sort qui vous fait des pieds de nez. Puisqu'encore vers d'autres bords il me faudrait m'en aller. Puisqu'encore vers d'autres bords il me faudrait m'en aller. Regardez où je vais, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister, moi je veux lever les yeux et regarder où je vais, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister, désireux de vivre mieux. Je ne voulais qu'exister. Et c'est la fin de D'un monde à l'autre. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres sujets et de nouvelles aventures. En attendant, si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez consulter notre page Facebook et celle de RTCI. D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI.